Salam alaikum Azulflaouen, bonsoir. Deuxième partie donc de cette émission Rétro Info de la semaine. Première partie, on a bien sûr parlé des élections législatives, quel enseignement tirer donc des résultats et quelle lecture politique peut-on faire avec le taux qui a été le taux de participation, le taux d'abstention. Et dans cette deuxième partie, on va revenir bien sûr sur le 64e anniversaire de l'indépendance, 5 juillet. Donc les réalisations mises en avant par le président Tebboune illustrent-elles la nouvelle Algérie ou traduisent-elles un décalage entre le discours officiel et les réalités du pays? Mais aussi, on va revenir sur les déclarations du général d'armée Saïd Gingliha qui affirme que le projet obscurantiste a été mis en échec. Pourquoi cette référence revient-elle aujourd'hui dans le discours officiel? Assiste-t-on à un retour de la rhétorique des années noires? Et bien sûr, on avait avec nous donc dans la première partie de cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire national, secrétaire général pardon, de la FID, de la Fédération internationale des droits humains, qui est avec nous depuis Paris. Il est toujours avec nous. Notre ami Lies Jubaili, ingénieur économiste, mais aussi militant politique, est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Et nous avons été rejoints par Sibn Warjadi, ancien député de la PN, ancien président de la commission des transports. Donc, il est avec nous par téléphone depuis Alger. Simon Warjadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, merci, c'est Nassar. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Simon Warjadi, d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, avant de donner la parole à nos invités, on va vous passer ce clip, les déclarations donc, du chef de l'État à l'occasion du 64e donc, anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Abdelmajid Tebboune a mis donc, en avant, en lumière, les réalisations de l'Algérie nouvelle. On l'écoute. أمور اللي كلها إيجابيات من كل نواحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، من ناحية تهيئة الإقليم، تهيئة الوطن بصفة عامة. الشيء اللي يتلج الصدر كذلك هو أن لما نسمع مواطنين يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بشيء لا تقوم به الجزائر. هذا حب من حب وكره من كرهه، اللي حاب ينتقد الله يسهل عليه. Voilà, donc Ahmed Tebboune parle donc كلها إيجابيات, tout est positif. Il n'y a pas un autre pays dans le monde qui a fait qui a réalisé donc ce que l'Algérie a réalisé donc ces dernières années, d'après les dires donc du chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Bien sûr. On va aussi vous montrer un autre clip où il dit que le peuple est satisfait. On l'écoute. الواقع يعجز الإنسان باش يعلق على أمور اللي كلها إيجابيات من كل نواحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، من ناحية تهيئة الإقليم، تهيئة الوطن بصفة عامة. الشيء اللي يتلج الصدر كذلك هو أن لما نسمع مواطنين يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بشيء لا تقوم به الجزائر. هذا حب من حب وكره من كرهه، اللي حاب ينتقد الله يسهل عليه. Voilà. Simon Warjadi, je vais commencer donc avec vous ce sujet. Le chef de l'État, bien sûr, ses déclarations sont très claires. L'Algérie est en train d'avancer, l'Algérie est en train de réaliser. Celui qui veut critiquer, qu'il critique, mais les réalisations sont là. Est-ce que vous êtes d'accord avec donc ce constat, Warjadi? Évidemment, je suis très content. Les résultats sont là. Depuis 2020, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, qui ont été réalisées et qui revient au peuple algérien et à l'Algérie tout entière. Le peuple algérien doit être fier de ses réalisations et dans tous les domaines. Je dirais par exemple
si Nasser, par exemple, le domaine de la santé, puisque ce jour-là, le 5 juillet, a inauguré plusieurs établissements publics hospitaliers. Pour que lorsque notre président a évoqué, je pense en 2003 ou en 2004, que l'Algérie est leader dans ce domaine en Afrique, tout le monde ne croyait pas ça. Mais les chiffres sont là, les chiffres sont indélébiles. Personne ne peut effacer les chiffres. Par exemple, si je dis que l'Algérie possède plus de 300 hôpitaux, dont 16 centres hospitaliers universitaires, et avec 192 établissements publics hospitaliers, avec 1706 polycliniques échapeautées par 273 établissements publics de santé publique, et avec 88 ou 90 établissements qui sont en cours de réalisation, qui vont être achevés d'ici fin 2026 et au plus tard 2027. Donc, dans ce domaine, l'Algérie aujourd'hui produit dans le domaine pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, l'Algérie couvre à peu près 80-82% de ses besoins. Donc, elle possède plus de 250 unités de production qui représentent 30% de toute l'Afrique. Ça, c'est une réalisation. En ce qui concerne les logements, et d'ailleurs, alhamdoulilah, avant l'Algérie, les économistes, ils disent que si l'habitat va, tout va, tout va. Je dirais que ce dicton ne répondait pas exactement de la réalité que vivait l'Algérie. Avant, par exemple, début des années 2000 ou 2010-2015, on produit, c'est-à-dire on construisait des logements, 2 millions de logements. 80% de la construction de ces logements, des produits ont été importés. L'acier a été importé, le ciment, le carrelage, les fils électriques, les lampes, etc. Mais alhamdoulilah, c'est tous les logements construits par l'Algérie à partir de 2002-2003, 100% algériens. Le ciment, l'acier, comment dirais-je, le carrelage, le dalle de sol, les robinets, la robinetterie, la quincaillerie, les lampes, tout. Et donc ça, si on dit maintenant en Algérie que si l'habitat va, l'économie algérienne va être bien. Et dans le domaine aussi de ce qui se passe aujourd'hui, dans le domaine des travaux publics, je sais, il y a plus de 200 projets qui sont en cours de réalisation, qui demandent beaucoup d'argent. Nous avons aussi les stations de dessalement d'eau de mer, que l'Algérie, en 2030, va atteindre au moins 2,3 milliards de mètres cubes par an. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Et avec aujourd'hui des projets, des conduites qui vont être tracées vers l'intérieur du pays jusqu'à 200 km et laisser les barrages, l'eau pluviale pour l'agriculture, pour développer encore plus l'agriculture au nord et au plateau. Je ne parle pas de l'agriculture aujourd'hui au sud. نعم سامحني سي منور جعدي je vous ai coupé. Est-ce que vous pensez aussi que peut-être il y a un problème on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de réalisation en Algérie, mais il y a aussi un seul récit, si منور جعدي. Il n'y a pas de débat contradictoire et celui qui veut essayer de comprendre les chiffres, d'essayer d'apporter peut-être une autre vision des choses, يعني هذا الشيء ما راهوش il n'est pas permis en Algérie. La preuve, par exemple, Maghreb émergent, déficit dette publique, réserve de change, le FMI appelle l'Algérie à un ajustement budgétaire important. Et bien sûr, la presse nationale parle que le secteur de l'habitat, vous l'avez rappelé, est devenu une fierté pour l'Algérie. Un autre, vous avez parlé aussi des hôpitaux. Ahmed Tebboune, dans ses déclarations, 5 juillet, il a rappelé que 0 Algérien soigné à l'étranger. Yani kul Jazairiyin, ils seront soignés donc en Algérie. Mais la question qui a été posée par un média, on va dire, entre guillemets opposants, est-ce que cette promesse de Tebboune vaut-elle aussi pour les plus hauts responsables de l'État? Si vous nous regardez, parce qu'on veut donner un peu aussi la parole à notre ami Lies Djbeili. Lies Djbeili, qu'est-ce que vous en pensez? Le récit du chef de l'État est très clair. Personne n'a réalisé
des choses en termes économiques, en termes d'avancée, en termes de stabilité, mais aussi surtout, il a rappelé que le secteur de l'habitat est devenu une fierté pour l'Algérie. C'est une réalité, comme le dit notre ami Mnower Djahdi d'Alger. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le récit national ou le roman national, c'est des sémantiques qui ont été inventées lors de la Révolution française. Le récit national et le roman national. Est-ce que nous, après 62, est-ce que nous sommes arrivés à mettre en place un roman national ou un récit national? Peut-être faudrait-il qu'on soit d'accord historiquement et avoir ce qu'on appelle le consensus. Mais en tout cas, l'Algérie indépendante n'a jamais vu, je dis bien n'a jamais vu, puisque le cœur de votre thématique, de votre émission, en tout cas la première partie, c'était relatif aux élections législatives. Que l'Algérie indépendante n'a jamais vu émerger une démocratie parlementaire. Mais je ne vais pas dire lequel qui a dit attention, mais il ne faut pas aussi mettre sous le toujours chargé le pouvoir ou le régime. Parce qu'à cette époque-là, en 62, les conditions économiques, sociales, historiques ne permettaient pas de mettre en place un tel modèle. Je ne vais pas dire son nom, mais j'aimerais bien un jour le rencontrer, mais pour dire que ça, c'est fou. C'est fou quand on est intellectuel de son rang et d'avancer ce genre. En tout cas, en économie, on apporte les chiffres et on apporte les preuves. La preuve à l'appui. Il faut être rationnel. C'est comme le théorème de Poincaré. C'est-à-dire on apporte la preuve, ce qu'on appelle la conjecture pour dire ça c'est vrai ou pas. Alors, revenons. En 2023, que s'est-il passé? Je pense que M. Djahdi est au courant. Il y avait 14 706 milliards de dinars. On est d'accord, M. Djahdi, de dinars de crédit révisés. J'aimerais bien savoir combien ils ont été utilisés. On a utilisé 10 582 milliards de dinars et qu'il reste combien? On fait une opération très simple, une soustraction par A moins B. 4 114 milliards de dinars qui ont été annulés. Alors que les hôpitaux, alors que les routes, alors que d'autres secteurs les plus sensibles, ils sont toujours en position d'attente. Vous savez, sous M. Tebboune, les lois de finances produisent des records. Je pense j'ai été invité depuis 2020, fin 2019 ou début 2020 par le Maghribia. Donc quand même, j'ai participé à une multitude d'émissions sur l'économie. Dites-moi, les 4 ou les 5 PLF qui ont été votés, toujours sur un déficit, toujours sur le déficit, c'est-à-dire recettes, dépenses, recettes, vous avez plus de dépenses que recettes. Donc forcément, ça génère un déficit. Ça a été toujours. Donc maintenant que le FMI ou la Banque mondiale ou d'autres organismes qui appellent à faire un réajustement budgétaire ou à ceci, ça c'est connu ça. Le régime il le connaît, les autorités algériennes le connaissent. Les lois de règlement, il faut dire, enregistrent que des renoncements. C'est ça la réalité. Si je vous donne une petite aussi pour dire est-ce qu'on a avancé économiquement, peut-être. Au moins, pour être honnête, peut-être il y avait une jazette ou là, peut-être il y avait. Mais quand une jazette par rapport au volume de notre pays, quand vous faites une jazette par rapport à un petit pays, mais le nôtre, il est grand, c'est un pays continent. Quels sont les 10 pays les plus riches en Afrique, le monde, en Afrique, les plus riches par habitant? Premièrement, les îles Seychelles, 22 000 dollars par an. Le deuxième, c'est qui? L'île Maurice. Où est-ce qu'ils se trouvent ces pays? Dans l'océan Indien. Ils ont comme ressources, mais ils ont que la bonne gestion des jeunes qui gèrent bien l'économie et qui appuient tout sur le tourisme et qui font de la répartition. Allez, l'Algérie, elle est classée quoi? Elle est classée 8e, avec 5 500 $. Elle est défoncée par qui? Par le Gabon, une petite concession. Le petit Gabon, c'est un tout petit pays. Je suis à pétrole, je suis à bois. Il a développé. Elle est dévancée par qui aussi? Par la Guinée équatoriale, mes chers amis. Par la Guinée équatoriale, quasiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays, même s'ils n'ont pas le potentiel énergétique, minier que vous le vouliez, ont pris des avancées spectaculaires. Ce sont les réformes qui décident en ça. Vous avez fait une loi sur les mines.
80% pour les entités étrangères, du jamais vu dans l'histoire d'un pays, quasiment. Même le RDC, la République démocratique du Congo, qui a des problèmes internes frontaliers avec le Rwanda, en plus ils ont besoin d'argent, ils n'ont jamais pondu une loi qui dit que les 80% sont destinés pour les entités étrangères et les 20% pour le peuple ou pour la nation, du jamais vu dans l'histoire du pays. Malgré cette loi qui a été votée et qu'on a vu un bouclier, parce que quand même, c'est dilapider les données du peuple. Est-ce que vous avez vu des sociétés américaines qui bousculent? Jamais. Parce que les sociétés américaines, ils ont compris. On investit dans d'autres secteurs. L'extractivisme ne donne rien. C'est des industries. C'est très, très lourd à investir. Et pourtant, non, mais c'est important, Nassar. Non, parce que ça, c'est important ce que je veux vous dire, mais je sais que je ne vous aimais pas que je vais vous interrompre. Par exemple, un journal américain très connu, USA Today, a fait quand même une page publicitaire, on va dire, appelant donc les acteurs économiques américains à aller investir en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat qui est favorable, d'après donc le journal. Ah, mais Nassar, le capital international ou les investissements ne s'achètent pas sur un espace publicitaire. La réalité, elle est là. Les investissements en position d'attente. Je commence par les industries manufacturières, je commence par le numérique, je commence par l'eau, le transport, la cybersécurité, le cloud, l'intelligence artificielle, la logistique, les énergies renouvelables, Desertec allemand, tout ça. Vous savez, il y a 15 secteurs. Il y a 15 secteurs, moi je l'ai publié sur ma page. Il y a 15 secteurs. Monsieur Sabri Bokadoum, un diplomate qui a une certaine compétence par rapport à ce qu'il fait, mais il reconnaît quand même que l'Algérie a besoin d'investissement dans ces secteurs. Est-ce que vous avez vu un investisseur venir investir dans tel ou tel depuis que M. Tebboune est là? Personne. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une stabilité politique. Vous savez, les entités étrangères, quand ils veulent investir, ils passent par la COFAS. Ils vont nous dire, attention, la COFAS ou la colonisation. Non, la COFAS est un assureur de crédit, une référence mondiale, que toute entité, même une petite société américaine dans le fin fond des États-Unis, quand elle veut investir en Algérie, elle doit passer par la COFAS, qui lui assure que tel pays a une stabilité, vous pouvez. Mais le résultat est toujours, on se fait attendre, c'est ça. Donc l'économie, c'est pas en dictant des milliards, ce sont les réformes, ce sont les réformes. Tant qu'on n'a pas fait les réformes structurelles, macro, micro, quand vous voulez, tant qu'on n'a pas modernisé, quand on n'a pas numérisé tout ceci, le secteur vif économique de la nation, on est toujours dans une impasse totale. Très bien, restez avec nous, Djubaili. Maître Issa Rahmoun, je sais que vous n'aimez pas trop parler de l'économie, mais je sais que vous avez beaucoup de notions dans d'autres domaines, pas que donc, la loi et la justice. Maître Issa Rahmoun, on va écouter dans ce passage le chef de l'État parler des médecins algériens. Il faut le dire, l'Algérie forme aussi de grands médecins, de grands ingénieurs. On l'écoute. ما في بعض الأحيان أحسن من مستوى تاع بعض الدول الأوروبية وهم باعترافهم هما يعني أنا نشجع كل الأطقم الطبية المواصلة حتى نصل إلى صفر جزائريين يمشوا للخارج إن شاء الله مهما كانت الأمراض نتاعهم نتمنوا يتعالجوا في بلادهم مع دواويهم يعني قضية نيف ماهيش قضية فلوس ولا قضية درهم قضية نيف يعني باش ما يمشيش. Voilà. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez donc? On parle de réalisation, on a entendu le chef de l'État parler donc que 0 Algérien soigné à l'étranger, c'est une question de NIF, qadiyat NIF. Il a même dit kulluha ijabiyat, tout est positif quand on parle de réalisation. Mais la question qui a été posée par Radio des Sans-Voix, c'est que est-ce que cette promesse du chef de l'État Tebboune vaut-elle aussi pour les plus hauts responsables de l'État? Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est en train d'avancer à pas sûr quand on parle de réalisation? Maître Issa Rahmoun. Ben effectivement, vous avez trouvé mon talon d'Achille, c'est les questions économiques. Effectivement, je ne maîtrise pas. Je suis pas très porté sur ces questions de par la formation déjà.
mais aussi de par l'expertise. Mais avant de répondre à la question, on a vu là deux tendances s'exprimer. Une tendance très centralisée où on annonce les chiffres, où on a le monopole des chiffres. Et avec toutes mes amitiés à M. Djadi, il me rappelle soudainement Yahya. Hamdou Yahya, l'ancien chef du gouvernement qui est actuellement incarcéré, qui était le roi des chiffres. Le roi des chiffres, dans le sens où il donnait des hauts et des bas, mais à l'occasion de son incarcération et de ses affaires devant la justice, on était étourdi par le chiffre impressionnant des détournements et de l'accaparement, de la dilapidation des deniers publics. Et pourtant, il était le roi des chiffres. Ça, d'une part. Et on manque de société civile, on manque d'agences de statistiques, d'agences d'études qui font des think tanks, qui font des analyses et des enquêtes sur les chiffres avancés. C'est comme prêcher dans le désert. Aujourd'hui, ces chiffres n'étonnent plus l'Algérien parce qu'il vit son quotidien contrairement à ces chiffres annoncés. Et si on parle de la confiance entre l'État et la société, même si ces chiffres sont réels, personne ne croit ces chiffres. Pourquoi? Parce que le régime nous a habitués à des opérations de traficotage. Et souvenez-vous, la plus grande supercherie était l'élection présidentielle de décembre, de novembre ou décembre ou d'octobre 2024. Résultat, trois candidats qui se sont pourvoyés devant le Conseil constitutionnel pour invalider les résultats. Et là, c'est des chiffres encore qui ont été trahis par une pratique politique. D'autre part, on a entendu Lias, qui est très libéral dans sa conception de pensée. Et vous voyez, là, on voit la différence entre le monopole des chiffres et le monopole de la philosophie économique. Ce n'est pas pour renforcer Lias dans sa lecture et sa grille d'analyse, mais ça nous renseigne d'une personne qui a envie d'avoir une stratégie, qui a une stratégie. Et cette stratégie, il veut la partager, y compris avec M. Djadi, mais aussi avec les actuels ministres qui se chargent du commerce, de l'économie, de la macroéconomie, des orientations économiques du pays. Parlons de la question que vous m'avez posée à Sénassar. Question Ta'anif. L'IOM, c'est une question Ta'anif. Les Algériens Taouana, ils vont pas immigrer en Europe et puis devenir médecin en Allemagne, en France ou au Canada, les principaux pays visés par l'immigration de nos médecins. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais la question Ta'anif, elle commence par le père de la famille. Souvenez-vous, Abdelaziz Bouteflika كان بابانا. يا أخي هكذا جماعة الخير. Au temps de Abdelaziz Bouteflika, فخامته كان بابانا. Et au temps de Abdelaziz Bouteflika, M. Djadi a fait un mandat à la PN. Et il a adopté toutes les lois proposées par le même gouvernement. Soyons, les faits sont têtus. وهذاك بابانا ربي يرحمه عبد العزيز بوتفليقة se faisait soigner au Val-de-Grâce et à Genève. Ok. Depuis ce temps, 2020, selon l'année donnée par notre ami M. Djadi, des réformes accélérées à la chinoise. Et là, on reconnaît dans le récit, on revient toujours à la question du récit, que l'Algérie se présente tantôt comme un pays émergent à la chinoise, bien sûr pour intégrer les clubs des BRICS d'une part, mais aussi pour d'amener le pas à ceux qui évoquent les libertés individuelles et collectives, les libertés démocratiques et la construction d'un État de droit. Souvent, on s'oppose, on oppose à ses partisans le principe du développement économique. Et par la suite, on va revenir à un autre type de développement pour être dans le respect de la philosophie de l'échelle de Maslow. Et la première forme des NIF, justement, consiste à ce que Tebboune ne va plus se soigner à l'étranger.
Et la première forme du NIF aussi, le NIF national, Shlarm Tadzair, nos ministres, nos généraux, leurs enfants, leurs familles ne vont pas se soigner à l'étranger. Du moment qu'on a le meilleur système de santé africain et les meilleurs médecins, et d'ailleurs, Chouf Barkessi Nassar, sur tous les chapitres, transport ferroviaire, Monsieur Djahdi était responsable de la commission des transports à l'APN. Et 5 ans, 10 ans ou 15 ans après son mandat à l'APN, commission transport, ça veut dire qu'il était appelé à réformer, à consolider, à protéger les citoyens qui sont usagers des transports. 5 ans, 10 ans ou 15 ans après son mandat, on assiste à des tueries sur nos autoroutes. L'épisode de l'Harrach était édifiant. Qu'est-ce que l'APN a fait dans ce sens? Cette commission, qu'est-ce qu'elle a fait dans ce sens? L'épisode de l'Harrach, Maître Issa Rahmoun, donc c'est ce bus qui est tombé dans le... Tout à fait. L'épisode de l'Harrach. Qui a fait plus de 18 morts. Tout à fait. Là, c'est pour parler que de ce secteur. Aujourd'hui, si on dit que l'Algérie a atteint une autosuffisance de 82% en termes de produits pharmaceutiques, je m'appelle Khermachi, Doli Paranou UPSA. C'est pas ça. L'hélium, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis sollicité par Elias Djubaili, il pourra en témoigner avec les collectifs qui existent à Paris et en France, où des médicaments d'une rareté incroyable en Algérie pour des cas de maladies chroniques se font acheter par nos citoyens, nos concitoyens algériens en France et les envoyer le bled pour des maladies chroniques. L'hélium et plein d'autres choses. Quand on voit le secteur de l'habitat, et là on vient de voir les immeubles défiler dans les vidéos que vous avez préparées, les cités dortoirs et les cités ghettos. L'un des échecs du deuxième président qui a marqué la Ve République française, c'est Jacques Chirac. L'un des échecs de sa politique du logement était le fait de construire des ghettos, des cités communautaires. Et jusqu'à présent, ça retombe sur le visage des politiques français dans la manière de gérer les communautés. On est en train d'imprimer le même système de Chirac en bâtissant des cités dortoirs, des cités où il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de centre d'aération, il n'y a pas d'espace de jeu, il n'y a pas d'espace de détente réservé aux familles et à nos enfants. Et c'est la meilleure manière de ghettoiser la périphérie des métropoles algériennes, et j'en passe. Et je pense que Elias Djubaili, de toute façon, je le salue pour son expertise, mais aussi mes amitiés à M. Djahdi, qui croit profondément à ce qu'il pense, et je respecte, mais je ne partage pas. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Simnouar Djahdi, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, si vous voulez répondre à Maître Issa Rahmoun, mais aussi à l'analyse de notre ami Elias Djubaili, il y a une certaine réalité qui n'est pas dite aussi, Simnouar Djahdi. Et cette réalité, elle rattrape le pouvoir algérien par rapport à la situation de notre économie, par rapport à l'évolution aussi de notre économie. ما تقولش نغطوا الشمس بالغربال كما يقولوا بالدارجه سي منور جعد. Merci, M. Nasser. Tous ces questionnements qui ont été posés par vos invités, si Elias ou si Rahmouni, تعطيني 2 fois plus de temps que... Bon, معلش. Je vais commencer par Elias Djubaili. À chaque fois, j'ai entendu parler, il évoquait Desertec. Je l'informe pour rappel. En 2009, avant que je sois en 2015 président de la commission des transports et des télécommunications,
j'étais vice-président de la commission des affaires économiques, de planification et du commerce. Et en 2009, on a reçu justement une délégation allemande de Desertec. Et Desertec, pour que nous, tous ceux qui nous suivent sur cette émission, Desertec, ce n'est ni une entreprise allemande, ni européenne, ni un investisseur. Desertec est un bureau d'études qui a été créé début des années 80 en Italie avec des Jordaniens les Européens à l'époque, il y avait un problème, comme ils l'ont aujourd'hui, problème d'énergie, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas ni de pétrole, ni de gaz, ni d'énergie solaire. Ils ont commencé à dire à ce que les pays du Maghreb les plus proches, qu'ils ont quand même l'Algérie à 3000 heures de soleillement, donc on peut leur donner des prix pour produire de l'énergie solaire et qui la transfère vers l'Europe. Et à l'époque, je me rappelle, c'était Youssef Yousfi qui était ministre de l'énergie. À l'époque, justement, l'Algérie avait un programme de 22 000 mégawatts en énergie solaire. Et l'Algérie, à l'époque, elle a étudié justement les propositions de Desertec. Alors, Desertec va investir, va donner des prêts pour 400 milliards de dollars, remboursables. Donc, les Européens vont bénéficier de cette énergie, de leur argent qui vont être prêtés au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et après, elle récupère son argent et elle aura bénéficié, elle va garantir sa souveraineté énergétique. Et je ferme cette parenthèse une fois pour toutes. Monsieur Lies, deuxième point que je voudrais éclaircir, Lies Djibaili, il a évoqué les 5 850 dollars que l'Algérie a atteint depuis 2024 dans le cadre de l'Algérie est dans le cadre dans la catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Donc, effectivement, l'Algérie est classée 6e ou 8e, comme il a évoqué. Il a évoqué, avec tout le respect que je vous respecte beaucoup, mais lorsque vous avez évoqué l'île Maurice, le Seychelles, le Togo, etc. C'est le Seychelles avec 400 000 habitants et l'île Maurice avec 200 000 habitants. Seule une puissance comme l'Algérie, qui a atteint justement ce seuil de revenus intermédiaires supérieurs, c'est l'Afrique du Sud. Par contre, le Togo, le Seychelles et le Botswana, je suis vraiment déçu. En ce qui concerne votre invité comment dire, c'est Issa Rahmouni. Issa Rahmoun, effectivement, l'Algérie, une fois, je pense que l'année passée, votre chaîne a proposé justement un thème sur les accidents. Je pense que c'était à l'événement là de bus de Harrach. Donc, vous avez organisé un débat sur ce. Et j'ai dit, avec des statistiques, que l'Algérie est avec un parc automobile qui dépasse les 8 millions de véhicules, avec des routes et autoroutes et routes à grande circulation parmi les meilleurs en Afrique, je dis bien le meilleur en Afrique. Et l'Algérie, je ne dis pas que avec 4800 décès par an, je ne dis pas que, à mon avis, la tendance tend vers zéro, comme ils disent les mathématiciens. La limite tend vers zéro. Mais si on compare par rapport à l'Arabie Saoudite, si on compare par rapport à nos voisins de l'Est et de l'Ouest du Maghreb arabe, qui n'ont même pas 50% de notre parc automobile, qui n'ont même pas 50% des autoroutes, des routes à grande circulation que l'Algérie. Et les décès annuels sur ce problème-là, dépassent les 5 000 et les 6 000 victimes par an. Et je ferme cette parenthèse. Je ne dis pas pour l'économie en Algérie. Les chiffres, effectivement, moi, je salue Sir Rahmoun du qualificatif. Moi, je ne suis pas le roi des chiffres, moi, je crois à l'économie algérienne à travers des chiffres,
reconnu par les institutions internationales. La preuve, le rapport du FMI de l'année passée, de la semaine passée, il a de très bonnes choses sur l'Algérie, surtout sur le plan économique, sur le plan comment le PIB, le produit intérieur brut. Et il a évoqué, même fin 2025, ils ont évoqué que comment dirais-je, la croissance économique ne dépasse pas les 2,8, mais ils reconnaissent aujourd'hui qu'effectivement, en 2025, on a atteint 3,9 et pour 2026, l'Algérie va atteindre au moins 3,8%. En ce qui concerne justement, j'aimerais bien souligner une chose. Le FMI a recommandé l'Algérie parce que ceci, cela, sur la planche à billets. Le FMI a dit qu'elle nous a décelé un secret de l'Algérie parce que l'Algérie, elle a utilisé la planche à billets depuis 2020. Ils ne veulent pas nous le dire, 52% des dettes par rapport au PIB. Mais qu'est-ce que c'est? Je dis qu'est-ce que c'est 52%? L'Algérie, effectivement, en 2024, la dette publique interne et externe, elle tournait autour de 49%, aujourd'hui à 52%, parce que l'Algérie est en train d'industrialiser, elle est en train d'investir dans le domaine, dans les équipements industriels pour développer et éliminer de fer, l'acier, des différentes usines qui sont en train, sur le pneumatique, qui vont être les 4 complexes, donc ça nécessite des équipements très lourds, etc. etc. Donc ce problème-là, c'est-à-dire le 52% par rapport à la moyenne européenne, et Lies Jubaili, il le sait très bien que la moyenne européenne c'est 65%, mais la majorité des pays européens, des pays africains qui dépassent les 70 et les 80%, la France elle dépasse les 120% de dette publique. Par rapport au PIB. Nous avons encore, avec 52%, laissez-moi, je termine. Avec 52%, l'Algérie a encore de manœuvre, une large manœuvre de s'endetter sur le plan interne pour développer davantage son économie et avec les moyens que nous possédons, les 52 ou les 54% qu'on va atteindre en 2026, ça ne représente absolument rien du tout. Et en ce qui concerne, je termine avec ce point, en ce qui concerne les réserves de change. Il faut faire très attention. Lorsqu'on parle, des fois, on parle de le terme, comment dirais-je, les réserves de change. Les réserves de change, et on s'arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concerne uniquement les liquidités en devises, en dollars, en euros, en yens, etc. Mais lorsqu'on parle, le rapport du FMI, il parlait de réserves de change internationales. Et l'Algérie, avec le pays, avec les réserves de change internationales qui sont compris les liquidités en devises, les DTS et surtout les réserves en or avec les 173,5 tonnes que possède l'Algérie. Et tout ça, ça représente, Inch'Allah, comme ça a été stipulé par le FMI, 70 milliards de dollars. Et la norme justement du FMI, un pays, lorsqu'il possède une réserve de change de 3 mois, c'est déjà une très bonne chose. Mais ben, l'Algérie, avec 70 milliards, elle dépasse largement les 14 ou les 15 mois de réserve de change. Donc l'Algérie, elle est, sur le plan économique, moi je suis convaincu, à travers les chiffres, à travers la réalité, à travers ce que je vis, ce que le peuple algérien vit en Algérie, ce qu'il voit. Je ne dis pas que nous avons atteint le summum. Il y a beaucoup de choses à faire, à pas faire. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc l'Algérie, c'est comme ça qu'on avance. Très bien. هذا رايك السي منور جعدي. On le respecte. يعطيك الصحة. Merci beaucoup منور جعدي, ancien député donc de la PN, mais ancien président de la commission des transports. Vous étiez avec nous depuis Alger. On va essayer il ne reste pas beaucoup de temps, le troisième thème de notre émission, les déclarations du général d'armée Saïd Chingriha qui affirme que le projet obscurantiste a été mis en échec. Mis en échec, pourquoi cette référence en vient-elle aujourd'hui dans le discours officiel? Donc c'est le thème que nous terminons donc cette émission avec ce thème. Et bien sûr, on va regarder ces images et ces déclarations de Saïd Chingriha.
وعلى خطى أسلافنا الميامين يواصل بين أبناء الجيش الوطني الشعبي تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية مسيرتهم المظفرة، إذ بذلوا في الأمس القريب النفس والنفيس من أجل الحفاظ على الدولة ونظامها الجمهوري وطابعها الديمقراطي، وتمكنوا بعد تضحيات جسام من دهر الإرهاب الهمجي والقضاء على مرجعاته الدخيلة وإفشال مشروعه الظلامي الذي كاد يدمر أركان الدولة الوطنية لولا الإرادة العاسمة لرجال جيشنا المغوار ومصالحنا الأمنية الباسلة. Voilà, le chef d'état-major, donc Saïd Chinkriha, dans ses déclarations, le général d'armée donc a déclaré, vous l'avez écouté, le projet obscurantiste du terrorisme a été mis en échec. Chinkriha, le Moudjahid, nos amis de la régie, pardon. Voilà, donc le titre de le Moudjahid, le général d'armée Saïd Chinkriha, le projet obscurantiste du terrorisme a été mis en échec. Un autre titre, journal Horizon, Chinkriha, les enfants de l'AMP ont préservé l'État, son régime républicain et son caractère démocratique. Voilà. Donc, Lies Jubaili, je sais que vous voulez répondre à Mnowar Jadi, mais je vous promets de vous inviter. Justement, en fait, oui. C'est que M. Jadi, il ne s'est pas trompé, il a dit que le côté positif du document qui émane du FMI. Mais il n'a pas dit le côté, en fait, pas négatif, mais le côté risque. Il n'a pas dit le risque. Mais je vous promets de vous inviter avec lui. Absolument, que le déficit budgétaire reste élevé, que les risques pesant sur les perspectives économiques liées à la volatilité du baril du pétrole, à l'investissement privé, à la stabilité des prix, tout ça, il les a pas dit, mais bon, voilà, mais en tout cas... Je vous promets de vous inviter, je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur et c'est un thème aussi que vous aimez débattre avec lui. On va revenir sur, bien sûr, dans d'autres émissions. Lies Jubaili, sur ce discours du chef du général d'armée Saïd Chinkriha, qui a déclaré à Cherchell que le projet obscurantiste a été mis en échec. Pourquoi, d'après vous, donc revenir sur les années noires, les années rouges, les années difficiles de l'histoire de notre pays? Qu'est-ce que ce discours, est-ce que c'est un discours qui est devenu donc officiel aujourd'hui? Assiste-t-on donc à un retour de la rhétorique des années noires, alors que la loi peut être aussi, par l'analyse de notre ami Maître Issa Rahmoun, puisqu'on parle de la charte pour la paix et la réconciliation nationale adoptée en 2005, qui a introduit des restrictions quand on parle donc des années 90. Lies Jubaili. En fait, sur le plan juridique, je laisse le soin à mon ami Issa, qui a une compétence bien précise sur ce domaine. Il n'en demeure pas moi. Je donne mon avis il n'en demeure pas moins que si on veut aller construire un état de droit et de citoyenneté, avant d'établir, on doit passer par des étapes intermédiaires. La première étape, c'est une période de transition. Et cette période de transition doit être aussi, on doit mettre en place ce qu'on appelle une justice transitionnelle, une commission vérité-justice pour toutes les victimes de cette décennie noire-rouge, cette rhétorique est-ce qu'on doit passer à cette étape-là? Est-ce qu'on doit évoquer cette époque? Oui et non, oui, c'est vrai, mais le Hirak n'est pas juste une question, moi, c'est une question qui a été posée. Et moi, j'étais mieux placé, je le dis, mon oncle qui était recteur d'Abzouar, on l'a assassiné à 56 ans et qui a porté dans le domaine de l'environnement pour l'Algérie. Je dis bien, c'est pas parce que c'est dans les années 90, Lies.
Moi, j'ai toujours dit qu'il faut une commission vérité et justice. Et il faut une commission vérité et justice, comme ce fut le cas en Afrique du Sud. Est-ce que les cas sont parallèles, sont identiques? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas un expert. Il n'en demeure pas moins, il faut une justice transitionnelle, ça c'est très important. Adala intiqali, al minimum. Et tout. Mais si vous allez me dire une transition, une justice transitionnelle, on peut remonter jusqu'à 57, depuis l'assassinat de Abbad Ramadan ou Tla al-Fawq. Vous savez, c'est ça ce qu'on appelle le roman national, là-haut le récit national. On doit tout mettre, on doit être transparent, on doit assainir tous les problèmes. Il n'en demeure pas moi aussi, je dis bien. Alors, moi je dis, le religieux n'a pas d'avenir dans notre Algérie. Le militaire n'a pas d'avenir dans la gestion de notre pays. Moi je suis contre que le religieux utilise la politique à des fins. Non, mais Anna, c'est impossible, ça rentre pas dans ma tête. Aussi le militaire. Le militaire, il a ses prérogatives constitutionnelles, dans les cas de prérogatives nationales. Il ne faut pas instrumentaliser l'armée nationale. L'armée nationale, c'est chaque membre de sa famille qui a été dans la LN. Mais je veux dire, il ne faut pas instrumentaliser. En tout cas, le slogan du Hirak, il est très simple. Dawla Madaniya, دولة مدنية حرة وديمقراطية ماشي عسكرية وماشي دينية. Tout simplement, c'est ça, il faut. C'est très important tout ça. Nous voulons un État démocratique, libre et civil surtout. Pourquoi nous militons ainsi? Pourquoi je veux dire, nous nous donnons pour militer? Pourquoi? Pour avoir une Algérie indépendante, démocratique, souveraine, prospère, civil, où il n'y a pas de place ni pour le militaire, ni pour le religieux. Non, c'est fini. La décennie, les années 90 est un passé douloureux que la religion n'est pas habilitée, ou là, ceux qui veulent gérer le pays par le biais de la religion, c'est fini. C'est une page qui est tournée définitivement, en tout cas, j'espère, dans l'esprit de nos citoyens. Et le militaire aussi ne doit pas s'immiscer dans le politique. Le militaire, il a ses prérogatives. Le militaire ne sont pas habilités à gérer l'économie, à gérer la politique, à décider qui sera élu, qui ne sera pas élu. C'est le civil. Vous savez, les grandes démocraties. Le militaire, il est observateur, il n'est pas décisionnaire. Voilà. En tout cas aussi, et pour le religieux aussi. C'est fini. Et c'est ça si nous voulons réussir ensemble. Et c'est là si nous voulons le vivre ensemble. Et c'est la seule condition si on veut sauver notre pays et le mettre sur les rails démocratiques. Ni le religieux dans la gestion du pays, ni le militaire dans la gestion du pays. Un État civil, démocratique, libre, prospère, moderne, si vous voulez aussi, oui, social, absolument, oui, tout à fait, qu'on soit libéral ou pas, il y a le côté social aussi, tout à fait, sans pousser le pays qui soit un État-providence, parce que c'est important pour émerger les forces vives à construire l'Algérie dont on a besoin. Très bien, restez avec nous, Lyes Djubaili. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? Lyes Djubaili, bien sûr, a parlé de ce dogme, de ce principe qui a été scandé pendant le Hirak, Dawla Madaniya Machi Askariya. Quand on entend le discours du chef d'état-major, le général d'armée Saïd Chingriha, qui dit que le projet obscurantiste du terrorisme a été mis en échec, les enfants de l'ANP ont préservé l'État, son régime républicain et son caractère démocratique. Est-ce qu'on est en train d'apercevoir que le discours sécuritaire revient avec insistance dans le débat public? Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que cela veut dire? Mais aussi en termes de loi, vous pouvez nous éclairer aussi quand on parle de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Est-ce que donc un militaire, quel qu'il soit son rang, peut parler donc des années 90? Maître Issa Rahmoun. Merci pour la question, mais je pense que ce débat il nécessite plus que de tours de parole, parce que c'est très profond. La chose à retenir du discours du chef de l'état-major,
me renvoie directement à la fameuse citation, souvenez-vous, de Mqdad Sifi, Laqad najahna. Souvenez-vous de la citation de Mqdad Sifi, c'est très important, Laqad najahna, et celle de Ali Kafi qui disait Reda Malik plutôt, excusez-moi, Reda Malik qui disait que la peur doit La peur a changer changé de camp. Voilà. Et entre-temps, entre ces deux citations que j'ai citées, jusqu'à juillet 2026, qu'est-ce qui a changé dans le narratif du régime? Rien du tout. Il s'agit effectivement de mettre l'État en situation d'urgence. Et la situation d'urgence ou les lois d'exception dans tous les pays du monde, y compris les lois d'urgence sanitaire qu'on avait vues à travers le monde lors du Covid-19, où il y avait eu instauration des lois d'exception, parce que c'était l'état d'urgence sanitaire. Et l'état d'urgence, dans toute sa splendeur, consiste à mettre en écart l'état de droit, en légiférant des lois scélérates, en légiférant des lois d'exception antiterroristes, des lois comme actuellement, hein, la loi sur la déchéance de la nationalité, le 87 bis, le fameux article 200, alinéa 7 de la loi organique portant le régime électoral, etc., etc., de la loi portant réconciliation nationale. Et quand on revient, Lias m'a précédé sur cet outil et mécanisme de justice transitionnelle. Et avant d'arriver à ça, est-ce que en juillet 2026, nous sommes toujours sous la menace terroriste, comme elle a été durant les années 90 et Matla, début des années 2000? Ça contredit, d'une part, la citation de Laqad najahna, en fin de compte, Laqad khasirna, après une guerre civile, que les choix opérés par les janvieristes étaient de mauvais choix, d'une part. De deux, est-ce que la peur a changé de camp? Là, par contre, c'est une confirmation. Et la peur, elle a atteint deux camps. Le camp du pouvoir, parce qu'il a vraiment peur. Et les meilleurs indices d'une peur qui est viscérale dans le fonctionnement et la mentalité, comme l'a bien expliqué Mouloud Hamrouch, était dans la façon, l'aqliya ta'an nizam, l'esprit ta'an nizam, qui ne veut pas se réformer, qui est archaïque. Et là, c'est une forme de peur. Mais aussi la peur dans la société. La peur dans la société, pourquoi? C'est pas une peur du changement, c'est pas une peur du développement, c'est pas une peur d'une transition, non. C'est la peur des outils, des mécanismes juridiques qui sont mis en place par le régime, à travers des lois, des emprisonnements. Et là, je rends un hommage, je m'arrête 30 secondes pour rendre un hommage à Moradet Mimou, qui est un de vos confrères, qui est actuellement mis en détention provisoire parce qu'il a osé, pendant la campagne électorale, donner la parole à ceux qui étaient exclus par l'ANI, à la population, aux citoyens, aux candidats. Et c'est ça un travail d'un journaliste, même s'il agit dans une petite région, dans une wilaya qui s'appelle Tizi Ouzou. Est-ce qu'on a 69 Moradat Mimou? Dans toutes les wilayas, on n'en a pas. Est-ce qu'on a un seul Moradat Mimou qui fait des couvertures médiatiques en Algérie, en étant en Algérie, sur l'opération, la campagne électorale et les rejets des dossiers, etc.? On n'en a pas. Je reviens à la question de la charte nationale, ça me tient très à cœur. Vous savez, c'est Nasser et c'est Lias Jubaili, dans des pays responsables où le développement de l'humain, qui est au cœur de toute transformation et transition politique et démocratique à la fois, l'humain est au cœur de ces opérations. Et quand on met la dignité humaine au cœur de cette transformation, il faut consacrer beaucoup de principes et de valeurs à la fois.
le principe de la vérité et de la justice. Et puis, ces principes, on les retrouve aussi dans notre culture. Vous savez, la révolution algérienne, de l'appel du 1er novembre au congrès de la Somme, ces deux textes fondamentaux ont donné ce que doit être l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Et quand on parle de vérité, dans nos valeurs sociétales, نقولوا يا أخي قل الحق ولو كان مر. هكذا سي ناصر. صح. On dit ça. Absolument. قل الحق ولو كان مر. Et si tu te trompes à Ould Bladi, à Ould Ammi, faut s'excuser. Et une erreur avouée est à moitié pardonnée. Pourquoi aujourd'hui le régime ne veut pas, refuse l'idée de toute vérité? Toute vérité. Et les vérités, c'est pas seulement sur les années 90, c'est pas seulement sur le dossier des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des descentes punitives, du rôle de la justice pendant les années 90 à nos jours, mais aussi sur les assassinats politiques. Alim Sili, Khedar, Krim, Aban. Est-ce qu'avec ce cumul de frustration au niveau de la société, au niveau de notre subconscient collectif et de notre inconscient collectif, est-ce qu'on a réussi à réconcilier l'État comme institution, comme pouvoir avec le peuple? La réponse est non. Est-ce qu'on a réussi à mettre nos enfants, que ce soit dans les programmes éducatifs, à l'école, au collège, au lycée, aux universités, dans une perspective de récit national et de roman national? La réponse est non. Est-ce qu'on est dans un pays où la justice est le rempart des libertés et l'élément et le mécanisme et l'outil de protection de toutes les libertés et des droits fondamentaux? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime permet la libre expression des opinions? Et c'est très dangereux quand on opprime une opinion. Quand on opprime une opinion, l'opinion se radicalise. Et quand l'opinion se radicalise, les portes de l'enfer s'ouvrent, non seulement pour la société, mais surtout pour le régime. Et c'est ce que le régime algérien ne veut pas comprendre jusqu'à nos jours. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Merci beaucoup. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous. Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Nias Jubaili, ingénieur économiste, mais aussi militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à Rachid Hassani qui a été avec nous dans la première partie de cette émission, chargé de la communication au sein du RCD. Et merci aussi à Mnawar Djali, ancien député de l'APN et ancien président de la commission des transports. Bien sûr, notre ami Maître Issa Rahmoun a parlé du journaliste Mourad Mimoun, notre solidarité avec lui. Il a bien été arrêté le 7 juillet dernier, donc dans un café à Tizi Ouzou. Il a été placé en détention provisoire, donc mandat de dépôt le 9 juillet par le juge d'instruction du tribunal de Azazga. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'takoum saha. Bqaw ala khair.